Bonsoir. Merci d'être là pour assister à une conférence sur l'architecture. C'est vrai que c'est très délicat. En tout cas, bienvenue pour ceux qui sont là et merci d'être là. Je vais demander aux personnes qui vont intervenir de passer. Alors, dans l'ordre, puisqu'on va commencer par la biennale Khalil Morad El-Ghilali, qui va nous exposer son travail sur la Biennale de Venise. Tfaddal. Mehdi Belyasmine. C'est vrai que Mehdi Belyasmine m'a dit qu'il voudrait intervenir peut-être de façon ponctuelle, mais marhaba bik Mehdi. Tous les deux sont dans le même cabinet, BE. Non, en fait, on a deux cabinets différents. Oh, vous avez deux cabinets différents. C'était une question que je voulais vous poser. Madame Soumia Jalel, elle-même exposante à la Biennale de Venise 2025. C'est un grand honneur pour nous de recevoir des personnes qui ont représenté le Maroc de façon aussi importante et aussi prisée. Et Houda Rouissi, sur le terrain de Tinmel. Marhaba bikoum. Je voudrais avant toute chose remercier le musée Yves Saint-Laurent qui nous reçoit aujourd'hui, dont l'ouverture a été faite en 2017 avec Monsieur Madison Cox, qui est le président, qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. C'est un grand honneur pour nous de rentrer dans cet espace parce que, comme vous l'avez remarqué, il a modifié pratiquement tout le quartier, en commençant par le musée, et tout le quartier a été transformé. On le voit en arrivant, et c'est extraordinaire à quel point la culture peut changer les choses et la donne. Ce n'était pas du tout le même quartier avant. Je voudrais remercier aussi la directrice du Jardin Majorel, Madame Sihem Kraifa, et le directeur du musée, Alexis Sorin, et remercier aussi Anis Benjami qui nous a aidés à finaliser toutes les représentations que vous allez voir. Parce qu'il est vrai que chaque écran est différent et que chaque présentation, vous avez envoyé les présentations, mais il fallait les mettre dans l'espace. Et merci pour son accueil. Donc, on va commencer par Khalil, peut-être, dans l'exposition Palimpseste. Voilà. Donc, vous pourrez avancer au fur et à mesure de votre discours. Et ce que je vous propose, si vous permettez, puisque vous êtes tous les deux dans le même atelier pour cette présentation, c'est qu'à un moment, c'est Khalil qui va dire... d'accord ? On est d'accord ? C'est Khalil qui va vous permettre de parler et de dire ce que vous avez à dire. Donc... Khalil Morad El-Ghilali et Mehdi Belyasmine sont une nouvelle génération d'architectes qui me plaît bien de fréquenter parce que c'est vrai que quelque part, ils sont en train de représenter la nouvelle vague. On n'a pas encore nommé cette nouvelle vague et je pense que c'est un courant d'architecture. Je suis bien placée pour le savoir, c'est un courant d'architecture inédit qui émerge de ces potentiels que nous avons à côté de nous, qui sont des démarches totalement innovantes et totalement avancées dans une structure de pensée qui est une structure de pensée qui commence à s'ancrer en Afrique. Didier, tu ne me contrediras pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes devant cette nouvelle vague qui s'étend sur le continent africain et pour la première fois, en 2022, nous avons eu un prix Pritzker, c'est-à-dire le prix Nobel de l'architecture qui a été nommé à l'échelle internationale, qui est Francis Kéré. Et je pense que nous sommes dans une vague comme ça entre Francis Kéré, Kounlé Adeyemi, Khalil Ghoraibi, Mehdi, Houda. On est devant une nouvelle tendance, mais on n'a pas encore trouvé le nom pour dire, voilà, cette tendance, qu'est-ce que c'est. Mais je crois qu'on peut l'appeler la décolonisation des esprits, c'est déjà ça. Et on peut commencer déjà, mais bon, c'est pas une tendance, mais on peut aussi se dire que le vernaculaire est quelque chose qui est en fait la base de la créativité, qui a été la base de la créativité chez Francis Kéré, et
l'humanisme. Et je pense que quelque part, entre l'humanisme, la créativité et la technicité que vous possédez déjà, on parvient à quelque chose, à une nouvelle forme d'architecture, qui est une architecture d'engagement. D'engagement non pas uniquement dans un territoire, comme le métier le veut, mais d'engagement aussi militant. Et je crois que toutes les personnes qui sont là, c'est des militants de Toratz, d'abord, puisque nous avons la présidente et on lui rend hommage parce qu'elle a réussi à réunir autour d'elle autant d'énergie. C'est le patrimoine bâti, mais c'est surtout le patrimoine immatériel qu'on est en train de poser. C'est pour ça que j'adore le titre de votre travail qui s'appelle Palimpseste, c'est-à-dire de quelle manière on peut prendre la main à ce qui a existé depuis toujours et parvenir à trouver un avancement qui soit un avancement local et qui représente une force à l'échelle mondiale. Et le design, l'architecture font la paix, en fait, on n'est pas en train de faire la guerre, font la paix, justement, avec cette nouvelle tendance qui est celle de puiser dans les sources d'origine. Khalid est interdisciplinaire et aussi respectueux du passé. Je sais que c'est un grand ami de Jean de Thiers, qui était un ami à moi, qui est un ami à moi, et qui a été le premier à découvrir que l'architecture de terre avait une force. Il a fait une exposition à l'échelle mondiale, cette exposition qui s'appelle Architecture de terre à l'échelle internationale. Il avait des représentations de Marocains dans cette exposition qui a fait le tour du monde et dont il a eu énormément de succès. Khalid est aussi enseignant à Fès, à Euromède. Il prépare un doctorat avec la Thessalie en Grèce. Donc j'ai bien fait mes recherches. Et donc aujourd'hui, il y a un grand espoir qui se dessine. J'espère que je vais pouvoir le vivre réellement. C'est ce mouvement nouveau dont on parle et qui a été apprécié jusqu'à la Biennale de Venise. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Biennale de Venise, c'est quelque chose de fantastique où les plus intelligents, disons-le comme ça, où l'intelligence constructive est présente. J'avoue que c'est la première fois que le Maroc expose son travail personnel. C'est la première fois que le Maroc s'établit dans un pavillon en disant voilà, nous pouvons aussi discuter avec le monde entier à la recherche et la recherche dans le monde entier sur ce territoire-là. Voilà, je finis de bavarder, je donne la parole à Khalil, en espérant qu'il va nous présenter qu'est-ce qu'ils ont fait à Venise et comment ils sont parvenus à ça, le concept, de quelle manière vous avez travaillé. Merci Khalil. Merci beaucoup Selma, merci pour l'accueil chaleureux, pour ces mots extrêmement qui vont directement droit au cœur. Donc merci à l'audience qui a fait le déplacement pour assister justement à cette présentation actuellement. Et donc je tenais justement à essayer de présenter ce projet-là comme une aventure à deux, une aventure de deux expériences complètement différentes. Mehdi a cette condition, un peu un génie, silencieux et donc il est sourd, une surdité profonde. Et de mon côté, au fait, moi j'ai toujours eu cet apport à l'architecture qui a été très très matériel. Donc on a pu combiner cette aventure à deux pour essayer de donner une expérience qui parle un petit peu inclusive, qui parle un petit peu à tout le monde. Et donc la question du palimpseste aussi rejoint un ensemble de recherches que je tiens et sur lesquelles on a beaucoup discuté avec Mehdi depuis une dizaine d'années. La question même du Ok, donc là, la question même du palimpseste pour nous était extrêmement importante parce qu'un palimpseste en peinture décrit comme un repentir ou dans d'autres textes comme étant un texte ancien sur lequel, au lieu de venir complètement jeter ce papier-là, on viendra réécrire sur une histoire, réutiliser ce papier-là, le recycler pour réécrire dessus
un ensemble de strates de savoir. Donc ce travail de Materia Palimpseste était pour nous d'abord une continuité de l'histoire de l'architecture déjà islamique, qui revient peut-être aux premières mosquées, à première mosquée islamique, donc de l'architecture de terre, construite en adobe de terre. Aussi dans un travail qui rejoint un peu ce qui a été fait au Maroc, comment faire ressortir l'histoire de l'architecture marocaine et de monuments justement qui sont Dar el-Mekina par exemple à Fès, qui est un monument qui est aussi industriel et qui vient aussi déconstruire pas mal d'a priori concernant la construction en matériaux locaux. La question même de la construction de Tiznit avec ses forts qui étaient non pas une architecture vernaculaire et donc une architecture sans architecte, comme on l'a si bien décrite pendant des années, mais qui était une architecture pensée par le sultanat, qui a permis la construction de tous les forts de la médina de Tiznit. La question aussi de comment cette architecture a été folklorisée, notamment par l'architecture coloniale, par le colon, notamment avec des peintures comme les peintures de Majorelle, ou comment tout le Maroc a été, entre autres, construit dans les oasis avec cette architecture qui n'est pas seulement une architecture, mais aussi un urbanisme qui vient dialoguer avec le contexte immédiat. La question même de comment cette architecture-là dialogue avec le paysage, avec la nature, avec les couleurs, et comment elle fait valoir finalement l'homme qui est cet artisan-là qui viendra façonner cette architecture-là. Et puis comment le Maroc, pendant des années, a essayé, tant bien que mal, de faire valoir justement cette architecture-là, et que la seule initiative qui a finalement pu émerger a été celle du centre de recherche et d'expérimentation et de formation qui a été fondée pendant les années 60, notamment avec cet ami-là dont on était en train de parler, Jean de Thiers, et un ensemble de compagnons qui étaient complètement engagés de cœur, qui n'étaient pas forcément marocains, mais qui voulaient justement ramener une marocanité de l'architecture, un peu un nationalisme propre à cette architecture-là contextuelle, avec des expérimentations, notamment ce qui a été fait avec l'opération BTS de 67, ou encore l'opération Daoudiyat ici à Marrakech, où énormément de techniques novatrices ont été utilisées, comme le coffrage intégral, et comment ces expérimentations ont été mises un peu à l'écart et complètement oubliées par l'ensemble des Marocains. Et donc l'objet, justement, de déconstruire ce rapport-là à l'architecture, on va dire vernaculaire, populaire, qui a finalement juste servi à faire valoir le Maroc à l'échelle, on va dire paysagère, mais plus à l'échelle touristique. Et donc là, on a un peu l'ensemble des guides qu'on retrouvait un peu pendant les années 90 dans les kiosques marocains, et comment finalement cette architecture a servi juste à drainer des touristes et non pas à vraiment faire valoir une authenticité de l'architecture, comment ça a été relégué à une patrimonialisation, et comment on n'en a pas justement usé pour renouer avec ce qui fait vraiment sens, et donc cette architecture contextuelle, ce savoir-faire millénaire. Et puis finalement, comment des textes aussi ont été rédigés, notamment dans la Malif, dans les années 60, qui préconisaient ce futur peut-être glorieux de cette architecture-là autour des matériaux locaux. Notre projet s'inscrit aussi justement dans ce discours royal que j'ai personnellement trouvé extrêmement intéressant et qui pour moi était extrêmement engagé, qui venait amener peut-être l'architecte à son rôle premier, celui de connaître réellement son territoire, ses matérialités, d'enlever ses chaussures, de vraiment sentir qu'il y a une intelligence qui émane du sol. Bon, je pense que c'est quelque chose que pas mal d'architectes ne font pas si souvent. Ils ne se salissent jamais les pieds ni les mains, et donc je pense que c'est extrêmement important justement de se retrouver dans des contextes où construire avec ses mains va nous renouer avec l'intelligence humaine et avec l'intelligence réelle qu'on a autour de nous, que ce n'est pas une faute de diplôme, mais qu'il y a une intelligence réelle autour de nous qui parfois émane de personnes qui n'ont pas forcément fait des études. Et donc vraiment tout ce savoir-faire-là était pour nous extrêmement intéressant, et donc c'est là où la matérialité pour nous était aussi un langage qui permettrait justement de renouer, de retisser avec toute cette intelligence-là. Le fait que la matière soit pour nous aussi une substance physique, mais aussi une chose matérielle, un sujet qui permettra de renouer. Donc ce palimpseste-là vient se réécrire avec le matériau.
pas forcément avec le geste architectural, mais surtout avec ce que permet le matériau, ce que permet notre contexte, et comment c'est ce palimpseste-là de couleurs qui façonne finalement notre territoire, du nord au sud, de l'est vers l'ouest, permet justement une intelligence de l'architecture, une intelligence des savoir-faire, qu'en soit, il y a déjà les solutions nécessaires. C'était dans cet apport-là qu'on voulait justement apporter à la Biennale de Venise, que pour une fois, en fait, le Maroc pouvait apporter des solutions qui n'étaient pas là juste pour importer, mais qu'il était là pour une fois pour exporter des solutions qu'on a autour de nous, qu'on est en capacité de maîtriser, qu'on a encore la chance peut-être d'observer autour de nous à travers encore quelques bribes de Mellem, ou quelques traces de personnes qui peuvent justement transmettre ce savoir-faire. Et donc tout le travail, en fait, c'est un travail engagé qui revient à quelques années maintenant, en fait, à 6 ou 7 ans maintenant, où ce travail-là, on est en train de cartographier l'intégralité des matérialités autour du Maroc, qu'est-ce qu'elles permettent comme technicité, d'où elles viennent. Donc ce travail-là, en fait, pour nous, pour Materia Palimpseste, l'idée a été d'abord de montrer quelles sont les différentes possibilités de ces matériaux-là, au degré 1 de l'architecture, une colonnade, des piliers, qui est en fait une architecture proprement amazigh. Le pilier carré est une architecture proprement marocaine, ce n'est pas une colonne. Et donc vraiment déconstruire tous ces apports-là, où l'idée était justement de superposer 136 matérialités différentes, composées en 72 colonnes, qui viendraient donner éventuellement, une sorte de catalogue de toutes les géologies et matérialités qu'on pourrait avoir autour de nous et qui pourraient permettre à un architecte au Maroc ou ailleurs de trouver des solutions, notamment dans des compositions. Donc pour nous, c'était vraiment une histoire de montrer des techniques réelles qu'on utilise dans des chantiers, au-delà de l'expérimentation, mais vraiment des solutions concrètes de comment on peut résoudre des problématiques très complexes, notamment comme le séisme qui a frappé El Haouzi il y a 2 ans, ou des problèmes d'inondation ou autres. Donc tout ce travail-là, en fait, ne trouvait sens finalement que dans un rapport aussi à l'outil et donc à l'intelligence de la main. Donc je vais donner à Mehdi la possibilité d'expliquer un peu toute cette histoire-là, parce que le degré premier était celui d'exprimer le pilier autour d'une architecture fondamentalement ancrée dans l'architecture almohade, avec des piliers très carrés qui s'inspirent un peu des nefs de la Kouchbia ou encore de la Tour Hassan ou de la Kheralda, et qui a fait le Maroc avec une vraie fondation spirituelle et culturelle. Et dans un second temps, aussi faire valoir tout le côté décoratif, mais cette fois-ci en inversant les rôles. Un outil qu'on va retrouver de manière lambda sur un chantier jeté, en fait, on va le sublimer en le mettant comme un élément de Moqarnas qui viendra sublimer toute la coupole en haut. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce dont tu parles, c'est que tu es en train de parler des fondamentaux qui sont en fait structurels par rapport à l'architecture marocaine classique, traditionnelle, ancienne, qui lui redonne une forme de modernité, parce que tu n'as pas un moment, tu n'as parlé ni de couleurs, ni de décoration, ni de choses superflues qui ont toujours fasciné, en fait, par l'exotisme que ça crée, par la pluralité de ces formes et de ces matériaux. Pas un moment tu as parlé de ça, tu as parlé juste des choses qui sont essentielles et qui sont de l'ordre du constructif. Et donc, sans vouloir embêter la salle avec des détails de ce genre, si tu as en fait déshabillé d'une certaine manière l'architecture traditionnelle, celle qui est considérée comme étant une architecture patrimoniale. Je laisse la parole à... Je pense que vous avez un peu résumé aussi. C'était vraiment une intention voulue de notre part, à moi et Mehdi, de retrouver des archétypes et de ne pas non plus tomber dans, on va dire, le folklorique. Je pense que le Maroc en a assez, je pense que cette génération en a assez justement de se retrouver derrière le zlij comme motif qui va représenter le Maroc, et il y a des fondamentaux qui sont beaucoup plus concrets, qui sont de l'ordre justement de la mise en œuvre, qui sont de l'ordre du bâtisseur, et donc de redéfinir aussi le rôle de l'architecte comme étant un architecte bâtisseur. Et pourtant Khalil, combien de concours ont été gagnés justement en utilisant soi-disant le moucharabier ou quelque part le décor élémentaire qu'on peut avoir. Que de concours ont été gagnés grâce à ça.
N'est-ce pas? Et donc Mehdi, dans cette expérience, va expliquer un peu son apport aussi. Pire mieux. Le prochain n'a pas unique, la castille, la construire, c'est aussi la sensibilité. C'est aussi la sensibilité. Par exemple, quand tu veux les colonnes qui superposent, agir de la texture, de la matérialité, puis ton œil, différentes options, comment dire, puis définir une facette, tu peux faire différentes couleurs. Tu n'es pas obligé de te passer sur un seul matériau. Tu es libre, tu es sur le matériau, tu l'adaptes sur tout contexte, puis créer une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle. Häufig, puis si peut construire à partir, si construire sa propre vie, par la masse. Tu peux. Oui, au fait, donc Mehdi, au fait, son expérience a toujours été une expérience sensorielle, et donc une expérience, on va dire, de comment on peut percevoir la composition de l'intégralité des matérialités, des textures. Donc dans ce qu'il est en train d'expérimenter, dans tous les dialogues qu'on a eus, l'idée que le pavillon soit une installation artistique et ne soit pas finalement un pavillon viendra juste didactique, qu'on puisse réellement être face à soi-même de manière individuelle, être face à de la texture, était extrêmement important. Et donc, si pire celle que j'ai collaboré avec Kalien, pire apporter mon expérience, puis j'ai une sorte de différente perception. Et cette perception nous a permis d'aller jusqu'à la pienne de Venise, puis voyager avec nos émotions. Et les incorporer télépathie. Par exemple, avec Kalien, on a pensé à mettre sur le plafond les outils, puis transmettre les émotions, la culture du travail. Chaque outil représente chaque travail de chaque artiste. Derrière chaque artiste, il y a l'émotion, le corps et le savoir. Au fait, le travail justement de collecter tous les outils, donc sur le plafond, on a pu collecter pas moins de 900 outils qui ont servi au fait sur des chantiers. Donc l'idée c'était aussi de montrer que cette intelligence-là qu'on va reléguer un peu à de l'intelligence vernaculaire ou vernaculée est une intelligence réelle, c'est vraiment du labeur, la valeur du travail est pour nous extrêmement importante sur un chantier. C'est ce type de matérialité, contrairement à une matérialité qui va être complètement lisse comme sur du béton, en fait admet l'erreur qui est finalement humaine, admet l'imperfection, admet justement le fait qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse pas faire une brique identique à une autre. Et je trouve que dans cette variété, c'est ce qui fait finalement cette architecture-là. Et donc on a entamé aussi un deuxième travail de recherche qui a été celui de commencer à élaborer un glossaire de l'intégralité de ces outils-là à travers le Maroc, de voir quels sont réellement les outils qu'on va utiliser dans ce type d'architecture, de l'extraction de la pierre, de la taille de la pierre, au façonnement de la terre, aux différents types de façonnement de terre, que ce soit du pisé, à l'adobe, à la BTC ou autre. Et finalement, pour revenir au point qui est pour nous essentiel, qui est finalement l'humain, et donc l'expérience dont Mehdi parlait, l'expérience de l'homme, et comment nous, notre regard envers la technologie était assez cynique, mais aussi assez critique. L'idée de se dire que finalement, on allait pousser cette architecture du degré 1, qui est celle des colonnes, à son paroxysme, avec un hologramme qui va représenter finalement une archive vivante d'artisans qui ont aidé à façonner les différents textiles qu'on va avoir autour du pavillon, mais aussi les différentes colonnes qui ont été construites, et de se poser la question, que l'usager, enfin que le visiteur puisse se poser la question et se demander est-ce que c'est finalement ça l'avenir de cette architecture-là, est-ce que c'est un futur passé, quelle est la limite finalement de la technique, à quel moment on doit s'arrêter, et à quel moment on peut finalement se définir comme étant une identité. Quelle est l'identité marocaine vis-à-vis de toute cette architecture? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'arriver à une technologie extrêmement avancée pour faire revivre et apporter les réponses nécessaires aux enjeux climatiques ou aux techniques?
باي تخيخ لي تيتل لخم سخ بريسن تيبيخ بيه بتخنفة لتخفيت ليبة هاي تيتشيخ هي سنتخ تي سفن سي تكنولوجيك سا ليسيبة هنب بافن سي تبيت في تكنولوجيك تنك هنغ خندي همش هي سختيسة هتخفخ للخم برسيق سلي سختيسة لي سختيتك هنب تخفي لي فينا لي زي نخنسبسي تبخشي. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention qui en fait ne va pas s'arrêter là puisque vous avez fait un travail en complicité avec Soumia Jalal. Soumia Jalal est architecte, elle a fait ses études à l'école spéciale d'architecture à Paris. Et puis, elle a décidé de transcender l'architecture à travers un travail artistique, avec courage au départ, parce que personne ne pouvait comprendre qu'on puisse passer de l'architecture au tissage, et surtout de quelle manière disposer du tissage, et jusqu'où ça peut aller. Tout le monde se posait la question, mais un tissage, c'est quoi? C'est simple, et il y a une trame, et puis on travaille sur la trame, et puis c'est tout. Et elle a prouvé le contraire parce que le tissage artisanal qu'elle présente a un immense potentiel et chaque jour c'est extrêmement étonnant de voir à quel point juste des verticales et des horizontales peuvent changer le monde en fait. Voilà, avec des textures, c'est une construction. C'est un petit peu le même travail que vous avez fait vous en restituant juste... Le poteau en tant que banalité, c'est une banalité extrême de dire voilà, on peut le reconstruire, mais avec différentes textures, avec différentes couleurs, différentes sensibilités. Et Soumia a fait ça pendant très très longtemps, mais elle a aussi développer des recherches par rapport à tout ce qu'on peut intégrer à l'intérieur, avec le crin de cheval, avec le sisal, avec le raffia, avec les ficelles, avec du chanvre, avec son préféré ces derniers temps, c'est le fil de cuivre, parce qu'il y a une petite lumière à l'intérieur. Donc, quelque part, elle nous fait une démonstration, c'est qu'à travers les techniques artisanales, on peut parvenir à des choses qui sont extrêmement belles, et avec des moyens qui sont des moyens de bord et des choses qu'on peut trouver à côté sans pour autant réinventer quelque chose de nouveau. Je voulais dire que Soumia, justement, a fait énormément d'expositions qui soient à travers le monde entier, et elle a été extrêmement appréciée partout, et Sa Majesté l'a décorée en 2007 parce que justement, elle a pris la main de l'artisanat pour développer quelque chose de particulier. Je pense que ça a été une innovation, une nouvelle voie que tu as donnée au tissage, et que je le pense sincèrement, que cette nouvelle voie va ouvrir des horizons extrêmement importants, au même titre que Khalil et Mehdi ont ouvert une nouvelle voie vers ce qu'on appelle le matériau terre. J'ai écrit un livre là-dessus, on est très très loin de ce qui a été dit il y a à peine 10 ans ou 20 ans. Et donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de rendre hommage à ces personnes et bien entendu à la femme de terrain que tu es, Huda. Mais on va y arriver, on va présenter d'abord Soumia. Soumia, tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu fais. On va demander à Anis de passer les images au fur et à mesure qu'elle parle, si tu veux bien. La question même de la collaboration avec Soumia Jalal est venue justement parce qu'il y avait vraiment un écho autour des deux approches. Oui. Et donc l'histoire justement de vouloir collaborer avec Soumia, dont je trouve les œuvres vraiment fascinantes parce que justement elles viennent déconstruire tout le travail autour du textile qui revient finalement au fil. Et du fil, finalement, elle arrive... Voilà, il y a un problème, j'arrive pas à faire... Ouais. Elle fait de l'architecture. Et donc je trouvais que c'était extrêmement important de redonner hommage, de
de redonner la parole aussi à la femme dans ce domaine-là, qui va façonner justement des architectures, que ce soit des architectures nomades, qui font partie justement de notre patrimoine architectural, et qu'on n'a pas souvent l'occasion de relever. Et donc finalement tout le projet, c'est justement pour finir la présentation, tout le projet, en fait, il est composé de 4 éléments essentiellement: le travail autour des colonnes, autour des 72 colonnes, l'hologramme qui est au niveau de la centralité, le palimpseste des outils qu'on va retrouver au plafond, et tous les textiles de Soumya Jalal qui viendront redorer un peu l'intégralité des parois. Le projet il a été abordé vraiment dans une expérience assez individuelle, où les espacements entre les colonnes étaient de 80 cm, et donc qui permettent uniquement le passage d'une seule personne. L'idée n'était pas de se retrouver vraiment comme un amas, mais de vraiment se promener, d'être face à la matière, de pouvoir la toucher, de pouvoir être face finalement à cet hologramme-là au milieu, d'expérimenter un peu dans un maximalisme de ce que représente la culture architecturale marocaine, qui n'est pas définie par une région, ni par une seule matérialité, qui n'est pas une seule architecture, qui n'est pas le zlige de Fès, ni les colonnes de Marrakech, qui est vraiment tout ça, ni les tentes du Sud, qui est vraiment toute cette culture-là, ces strates-là que je trouve fascinantes. C'est un peu comme voyager à travers le Maroc et donc observer les différentes couleurs de ce Maroc-là. Donc voilà, expérience qu'on a essayé d'offrir à la Biennale de Venise. Car en fait, il y a aussi un travail sur l'installation sonore, donc qui va reprendre le discours de Sa Majesté Hassan II, qui parlait justement de ça, qui a été une composition faite par un artiste d'un grand talent justement, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Hatim, qui a fait tout le travail de composition hologrammique et tout le travail de composition sonore. Et donc l'idée, c'était vraiment de se retrouver à l'intérieur de cet espace-là et d'être complètement isolé face aux matériaux, vraiment comme un cheminement spirituel, et plus comme un renouement avec la matière, avec le sol. Le travail de la lumière. Et ouais, et tout le travail de la lumière, de la sono, exact. Donc le projet, en fait, c'est un pavillon dans le pavillon. On parle de l'Arsenal de Venise, qui est un des bâtiments les plus emblématiques d'Europe, qui est aussi un bâtiment construit avec de la brique de terre cuite, qui ne contient pas de béton. Et donc c'était aussi ce dialogue-là avec cette architecture-là qu'on va retrouver un peu partout à travers le monde, et qui est en train d'être boudée pour une architecture qui finalement, à quoi elle va nous mener. Enfin, c'est un peu cette question-là qu'on voulait se poser. Donc voilà. Merci beaucoup. On est obligé d'aller un peu vite Oui. parce qu'on a un timing assez serré. Donc c'est pour ça que je voulais que Soumya intervienne. Il y a Khalil qui a tout dit, donc c'est vrai qu'il a exprimé tout ce qu'il y avait d'important dans notre collaboration. Ce que je peux dire dans ce moment-là, c'est de revenir à ce qui m'a fait aller vers le tissage. En fait, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi incollable sur la Renaissance, sur le gothique, alors là, c'était... Et je n'avais absolument aucune idée. J'allais à Fès, je me disais, c'est quoi ce truc? J'allais dans le truc, rien, zéro. Tout ce qui était entre guillemets, j'appelle notre culture, mais à l'époque, c'était pas comme ça que je le concevais. C'était pour moi une architecture qui était fermée. Donc, c'est pour ça que je suis fascinée par le travail que fait Souad, parce qu'elle fait parler cette architecture qui en fait était muette pour nous. Nous avions un parcours qui était un parcours francophone, et ce parcours francophone-là, voilà, j'étais une personne colonisée intellectuellement, très colonisée intellectuellement, donc j'avais du mal à me repérer dans ma propre culture, et tout d'un coup je me suis dit, bon ben je vais
je vais régler ça en allant à une bibliothèque. Pendant 6 ans, je suis allée et j'ai potassé tout ce qu'il y avait sur l'architecture arabo-musulmane et tout ça, dans l'espoir de faire une thèse à Montréal et de faire un doctorat. Quand j'arrive, mon travail était magnifique et tout ça, ils m'ont dit combien de langues musulmanes vous parlez. J'ai dit aucune. Vous en écrivez maintenant, j'ai dit aucune. Donc dans le même Montréal, parce qu'en fait j'étais à Montréal, comme quoi il y a un travail inconscient qui a été fait, qui en fait, d'ailleurs je travaille tout le temps sur ce fil rouge. Le fil rouge a été le fil. En fait, toute l'architecture, toute la culture de l'architecture arabo-musulmane est basée sur le fil. Donc il y a eu des expressions au niveau du textile qui étaient absolument fabuleuses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, paradoxalement, à faire, au lieu de faire une thèse, je suis revenue à ma main. Donc je suis allée faire, donc j'ai fait une formation à Montréal, une formation d'artisane en fait. J'ai appris à tisser artisanalement et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai travaillé en fait toujours dans cette même culture parce que le lieu c'était un lieu voué à la construction textile. Il l'appelait de la construction textile. C'était pas du tissage, c'est de la construction textile. Donc quelque part, il y a quelque chose qui s'est créé en moi, qui fait le jour. Donc j'arrive à Khalil, j'arrive à Khalil et Mehdi, qui me disent écoute, voilà, on va faire un projet. Bon, je passe sur effectivement tout le militantisme, comme disait Selma, etc., de vouloir pousser l'artisanat. Ça a été un bras de fer. Donc j'ai travaillé sur la vision 2015 et tout ça. Et là, tout d'un coup, cette espèce de rêve s'est transformé en réalité. En fait, tout ce qu'on fait en archi, sol, mur, plafond, donc tu répètes ça, voilà, il faut que une fois que tu arrives au second œuvre, sol, mur, plafond, comment tu vas réaliser les sols, les murs, etc., les revêtements. Et tout d'un coup, il arrive avec une super proposition, sol, mur, plafond, qui m'allait parfaitement. C'est-à-dire des outils au plafond, de l'architecture de terre, un sol organique, une 72 savoir-faire, et ça a été tout d'un coup, ça a été tout d'un coup le... Oui. Vous m'entendez pas? Si? Oui. Parce que je tousse, je veux pas... Et donc là, quand cette expérience-là qui a été proposée par les garçons, je vais dire, la relève, je les appelle les garçons, donc c'est la relève, et tout d'un coup, ce lien a été fait, c'est-à-dire ce que j'appelle le lien de l'architecture. Tout d'un coup, voilà, c'était pour moi une évidence, je réalisais un projet avec eux d'architecture. Donc j'étais en train de... Comme eux, je veux dire, j'ai pris tout ce qu'il y avait comme eux, ce que la terre donnait, proposait comme possibilité de techniques constructives hyper élaborées. Cette terre-là recèle du minerai, recèle donc voilà, c'est de cette terre-là que naît la fibre. C'est de cette terre-là qu'on extrait le minerai, etc. Donc, j'ai voulu être accompagné ce que l'homme, en fait, travailler avec ce que l'homme trouve, ce que lui donne la terre. C'est-à-dire, il peut construire avec la terre et on peut créer un tas de choses avec les éléments tirés de la terre. Donc, au-delà de la construction. Et c'est comme ça qu'en fait, le lien a été fait sur la manière traditionnelle. On disait... la construction en arabe c'est le beni tqalidi ou le bes tqalidi ou le makla tqalidia, etc. Donc tout d'un coup tout ça s'est retrouvé dans une cohérence et on s'est retrouvé à la Biennale de Venise dans une cohérence parfaite. J'étais très très heureuse de sentir qu'enfin on était un. On n'était pas coupé en petits morceaux, on était enfin unis. C'était le moment d'être unis entre le passé et l'avenir. Le lien était fait, était créé, et bravo pour les garçons de l'avoir créé. Voilà. Merci Soumia. Merci beaucoup.
Mais quand tu parles du lien, tu parles d'un lien, tu veux dire le fait d'être dans une autre génération, le lien transgénérationnel qui s'est établi miraculeusement alors que tout espoir était perdu. Mais Hassan Fathi, le pauvre, je dirais, il aurait voulu vivre ça avec nous, mais bon, Gourna, c'est une catastrophe aujourd'hui parce que toute la déconstruction, c'est vrai que c'est difficile quand on parle de l'architecture de terre ou de tissage artistique, c'est difficile de faire comprendre que ce n'est pas que de la poésie, que c'est une réalité qui peut devenir économiquement viable aussi. Donc, oui. C'est de ça qu'on parle. Exact. Et maintenant, on va demander à la femme de terrain, justement, qui est devant nous, qui est Houda aussi, de la même génération. Houda qui a fait ses études à l'école d'architecture de Casa, à l'ENA, à Rabat. Tu as fait aussi le Palais Chaillot à Paris, qui a enseigné à Marrakech, qui a dirigé l'agence d'exécution des projets de la région de Marrakech. Donc, elle a été fonctionnaire avant d'ouvrir son cabinet d'architecture. Est-ce que quelqu'un peut lui donner le micro? Non, tu as besoin de ça? Voilà. Avant d'ouvrir son cabinet qui s'appelle Oblique Architecte, qu'elle a créé récemment, et Houda... on est allé voir sur place, donc ce que je vous dis, c'est de visu. On a vérifié. Elle a fait un travail colossal pour la reconstruction après le séisme. Je suis témoin de la difficulté que ça peut créer, parce que Houda travaille entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire avec une population qui est réticente à construire avec des matériaux locaux, et avec une administration qui est aussi réticente à travailler avec les matériaux locaux parce qu'elle fixe des réglementations antisismiques qui ne sont pas adaptées à l'architecture en terre que vous prenez. Elle a donné des subventions, l'administration a donné des subventions à des villageois qui savent construire mais qui ont désappris à construire parce que justement pour eux ce n'est pas valorisant. L'architecture en terre a toujours été méprisée. Et puis, il y a Houda qui arrive à Tinmel. Et heureusement, elle a son arrière-arrière-grand-père qui s'appelle Gundefi. Et elle leur chante une chanson comme les sirènes. Elle a réussi à les séduire et à trouver le moyen qu'ils acceptent de construire avec les matériaux locaux, avec la pierre qu'ils ont sous les pieds. Et ce n'est pas... C'est quelque chose d'étrange parce que c'est une population qui ne veut plus habiter dans des montagnes, qui ne veut plus habiter dans des constructions en terre parce que c'est difficile, parce qu'il faut rebadigeonner une fois par an quand on habite une construction en terre. Ils savent que c'est plus agréable, que c'est moins chaud l'hiver, moins chaud l'été, plus frais l'hiver. Tout ça, ils le savent. Mais ils n'ont pas envie de ressembler à leurs ancêtres. En gros, c'est à peu près ça. Donc, ils ont envie de construire en béton parce que ça fait plus riche et c'est très difficile à convaincre. Donc, bravo pour le travail que tu as fait. Je tiens à te le dire parce que quelle que soit la quantité que tu arrives à faire, c'est déjà énorme. Et dans la simplicité dans laquelle c'est construit, tu n'es pas dans l'arrogance d'une architecture qui va faire une architecture en terre exceptionnelle. Tu as fait juste pour la population, avec la population. Et c'est pour ça que ta présence aujourd'hui, elle est liée à cet humanisme qu'on voit à travers les premiers intervenants. Merci beaucoup, Selma. Merci. Je félicite également mes amis et confrères. Soumia, Khalil, et je suis ravie de te connaître, Mehdi. Bravo. Alors là, je vous transporte avec moi dans les montagnes du Haut-Atlas. Donc, comme a dit tout à l'heure Soumia, elle a fait le chemin inverse.
cette décolonisation, ce grand attrait avec la culture française. Et puis moi, c'est le contraire. Moi, je suis une fille de cette région et donc je suis très sensible à cette architecture. Ici, justement, la casbah de mon arrière-grand-père, le Caïd Goundafi, et c'est la grande maison familiale où on se rendait souvent, une maison où tous mes souvenirs d'enfance se sont passés ici. Ici, c'est Tinmel, c'est le village de Tinmel dans lequel j'interviens après le séisme. Et là encore, on voit au fond la grande mosquée Tinmel. Et puis dans le devant, dans le premier plan, on voit encore une autre casbah. Une autre casbah du Caïd Goundafi, la maison où ma mère est née. Et c'est en fait sur ce terrain que ça a été muté. Et c'est là où le village se trouve actuellement. C'est un hasard, oui. J'ai pas demandé à travailler sur ce village, mais voilà Elle a été nommée par. Je me suis inscrite exactement dans l'appel d'offres de l'Omran et ils étaient en train d'affecter des douars à plusieurs architectes. Et j'ai eu, parmi les premiers douars que j'ai eus, c'est le village de Tinmel. Ici, on voit donc entouré en rouge la mosquée, et puis on voit que le village, il est vraiment dans le prolongement du parvis principal de la mosquée, et qu'il est intégré dans un rayon de moins de 500 mètres de la mosquée. Il est vraiment très très proche, d'où vraiment ma volonté et ma persistance de vouloir réaliser des choses authentiques qui vont donc mettre en valeur et mettre en exergue ce patrimoine de cette région. Ici, on voit un peu l'état de ces bâtisses après le séisme. Ici, c'est des bâtisses en béton. Et donc, on voit du béton mal exécuté avec toutes ces liaisons rigides qui vont faire qu'il va facilement se rompre. Ici également des bâtisses du même village et c'est des architectures qu'on va appeler non conventionnelles, vernaculaires, traditionnelles, mais elles sont pour la plupart majoritairement mal exécutées à cause bien sûr de cette perte du savoir-faire au fil du temps. Ici, on a également un autre type de bâtisses. C'est des bâtisses qui vont être réalisées avec des structures mixtes. On va trouver de la terre, du béton mélangé à du pisé. Et voilà, ça va muter en fait et ça va intégrer d'autres matériaux au fil du temps. Et il faut dire que c'est de l'autoconstruction, que dans tous les villages au Maroc, d'abord le terme village n'est pas très approprié parce que quand on dit douar, c'est pas forcément un douar parce que ça peut être éclaté à travers différents sites parce que c'est la même tribu, donc c'est un seul douar, mais en même temps géographiquement il n'est pas implanté au même endroit. Donc on a une problématique de définition par rapport au rural qui fait que toutes les constructions qui ont été faites en autoconstruction. Aujourd'hui, la politique de l'État, c'est de se dire on sort de l'informel et on fait que ces constructions vont avoir une autorisation, d'où les architectes qui ont été nommés pour aller sur place, pour en fait que ça soit autorisé dans les règles de l'art, que ça soit défini, que ça rentre dans l'administration comme étant quelque chose qui enfin va avoir une réelle existence. Exactement, Selma. Et parmi les autres surprises après le séisme, c'est quelques bâtisses comme celle que vous voyez ici, qui a pu tenir et qui a quand même gardé ce système ancestral bien réalisé, avec des angles bien réalisés, des techniques de harpage, des chaînages en bois, et on voit que c'est des bâtisses qui se tiennent très très bien, même après les secousses. Ici, l'état de la mosquée elle-même, donc la façade nord a été complètement éventrée. Et puis, moi, j'étais fascinée de voir quand même de près comment sont les murs à l'intérieur. Et ici, on voit le mur vraiment qui tient depuis 9 siècles de cette mosquée, toujours debout et réalisé en pisé, avec des chaînages en bois qu'on voit et qui sont vraiment pas très espacés les uns des autres. Et ça m'a rappelé tout de suite un village que j'avais visité durant mes études d'ailleurs à Chaillot pour le diplôme d'architecte du patrimoine. Et c'est tout un village en fait réalisé avec des murs en pierre et des chaînages vraiment circulaires
circulaire autour du bâtiment pour pouvoir donc tenir. Et c'est une technique antisismique traditionnelle. Complètement. Oui. Qui aurait dû donner lieu à une réglementation antisismique adaptée. Exactement. On revient donc au village Tinmel. Donc, j'ai quand même autorisé 30 maisons dans ce village. Et par contre, c'est une expérience que je vais dire assez particulière. C'est une reconstruction qui va se faire avec les moyens les plus rudimentaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la démonstration de la manière de construire la plus ficelée ou une manière de montrer donner une performance à ce matériau terre, etc. Mais c'est juste une manière de construire vraiment d'une manière simple. Le premier aspect important durant cette démarche était l'aspect sécuritaire, aller avec une logique constructive vraiment très très simple, faire des fondations en béton de chaux pour des bâtisses vraiment ancrées dans le sol, des murs porteurs assez larges de 50 cm, des armatures ensuite en géogris qui vont aller à plusieurs niveaux dans les murs, renforcer les angles et les embrasures des ouvertures et pas mal d'autres dispositifs pour réaliser en fait ces bâtisses. Le deuxième aspect, c'est la conservation des modes de vie. Et là, on voit donc le plan qui va être autour d'une centralité, une entrée, une chicane, toutes les pièces qui vont entourer ce patio intérieur, et puis une possibilité de réaliser à côté de la bâtisse principale une partie que vous voyez à droite et qui peut servir soit d'étable pour les personnes qui vont avoir à abriter leurs animaux, ou alors servir d'autres choses comme des échoppes pour le commerce, ou alors simplement d'autres pièces supplémentaires pour les familles qui sont assez grandes et qui ont beaucoup de membres de leur famille à abriter. Bien sûr, les performances thermiques, puisque donc, ces murs vont permettre de tenir au chaud en hiver et permettre de garder la maison au frais l'été. L'aspect écologique également est très important à considérer. Ici, à votre gauche, vous allez voir les images de l'élargissement de la route actuelle qui relie Marrakech à Taroudan, et où on extrait d'énormes quantités de pierres qu'on jette dans la vallée, alors que ces pierres sont là, présentes sur le site, et qui peuvent servir pour reconstruire tout le house sans avoir à acheminer des tonnes et des tonnes de briques et de ciment depuis la ville jusqu'au village. Et bien sûr, ce côté esthétique était également très important pour moi. La terre et la pierre, ça a une relation viscérale avec la mémoire des lieux. Et ces matériaux, on ne peut pas, selon moi, on ne peut pas les dissocier du Haut Atlas. Si on note ça au Haut Atlas, ça serait le dénaturer, ça serait lui enlever son aura patrimoniale, lui enlever sa valeur identitaire. Et donc, il faut garder cette esthétique quand même de ces villages. Alors par la suite, il a fallu beaucoup plaidoyer pour justement utiliser ces terres. L'une des grandes problématiques, peut-être la première problématique, c'est de convaincre, comme tu as dit tout à l'heure Selma, de convaincre la population, de convaincre les autorités locales. Et j'étais vraiment dans une impasse à un moment donné. Et c'est là où j'ai rencontré Oussama Mourmir, qui était vraiment d'une grande aide. Pour partir avec moi jusqu'au site, convaincre les gens avec moi, trouver aussi les solutions techniques et adaptées au budget dont je parlais tout à l'heure, et pouvoir en fait concrétiser cette architecture et cet objectif vers lequel je voulais arriver. Et il a été vraiment d'une très très grande aide. Alors, les manières de convaincre la population, c'était tout simplement de leur montrer que c'est une méthode de mise en œuvre assez facile, qu'on va utiliser des matériaux locaux qui se trouvent sur place, qu'il peut y avoir de l'entraide, que les budgets seront maîtrisés, etc.
Et là, donc, c'est le début des chantiers écoles auxquels Oussama Moukmer se rendait avec moi. Chaque étape de construction, on était là à débuter une première maison en présence des autres voisins, et puis les bâtisses se faisaient une après l'autre par la suite. Là, vous allez voir toutes les étapes de construction, donc Rapidement. la réalisation des fondations, puis par la suite la mise en place des armatures en géogris après les fondations, ensuite l'élévation des murs porteurs, et par la suite, donc il y en a d'autres qui vont être réalisés en pisé. Toujours là en pisé. Là, une autre étape de ce chantier école et les explications pour réaliser la maçonnerie en élévation pour les bâtisses en terre, la mise en place des linteaux en bois, comme vous voyez là, et ensuite donc la réalisation des planchers en bois et donc planchers traditionnels par la suite. Voilà ce que donnent à peu près les bâtisses de l'intérieur après l'exécution des planchers. Voilà une bâtisse pratiquement finie en gros œuvre. Et par la suite, donc, il a fallu entamer l'intérieur. Et c'est là où une autre rencontre. Donc voilà, sur mon chemin, j'ai eu que des personnes pour aider. Là, c'est l'agence espagnole de coopération internationale qui a donné un fonds très important. Et à travers une entreprise qui est SIV Africa et leur collaboration avec justement l'association Tourat, ça a été de bon augure pour ce village. Et après cette collaboration, donc, on a entamé énormément de travaux intérieurs. Alors, Souad, la présidente de l'association, elle a vraiment imaginé un projet vraiment global qui va se répercuter sur un peu tous les aspects du village. Et là, on voit des images des espaces extérieurs. Le réaménagement de la petite placette devant l'oratoire du village. On a pu également, pour les autres personnes qui reconstruisent, mais plutôt en ciment, de proposer cette manière de faire qui est de dédoubler le mur. Ça, c'est génial. Oui, et ça, c'est grâce à Didier qui ça, voilà, c'est Didier qui est... Exactement, c'est une Bravo. technique de Didier. Voilà, donc l'association a vraiment beaucoup aidé pour ce projet. Donc on a été voir les bâtisses réalisées par Didier lui-même, et par la suite on essaye de reprendre la même chose pour ce village, et on dédouble donc avec les blocs de terre comprimés que vous voyez là. Et ça permettra donc à la fin, au bout, d'unifier un peu le village et d'avoir des façades assez intéressantes et assez homogènes pour l'ensemble du village. Là, c'est les travaux financés par l'agence espagnole, et donc on a toute cette partie intérieure qui commence donc à se finaliser. Et voilà donc... une partie, enfin la cuisine qui sont en train de finaliser pour finir donc leurs intérieurs. Donc voilà pour ce projet. Merci beaucoup Houda. Même le discours est modeste, alors que je sais que l'effort doit être très important. Merci pour tout. Nous allons donner peut-être la parole à la salle si quelqu'un le désire. Sinon, on a fini dans les temps. Et le musée ferme. Exactement. Alors, comme vous voulez, on peut discuter, on n'est pas nombreux. Didier veut prendre la parole. D'accord. Bon, d'abord, je voudrais féliciter tout le monde parce que je trouve que c'était passionnant et qu'en plus, il y a une liaison entre vous tous. Tout ça, c'est cohérent d'un bout à l'autre, que ce soit de l'exposition de Venise au travail de Souméa et aussi celui de Houda. Moi, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que, en fait,
on parle beaucoup de matériaux, d'originalité, d'intégralité par rapport à une région. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que les choses sont un peu naturelles chez l'homme, que ce soit parce qu'en fait l'architecture a commencé il y a des millénaires et que à chaque fois les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc avant, bien sûr, il n'y avait aucune communication, les gens travaillaient dans un périmètre très, très, très restreint et donc ils utilisaient les matériaux qu'ils avaient. Donc dans tous les pays du monde, il y a des techniques qui sont totalement différentes, avec des matériaux totalement différents, et qui sont à chaque fois des matériaux qu'on trouve à proximité. Alors, la modernité a amené de grands changements, et cette modernité, en fait, a été, je dirais, rendue un peu artificielle par le fait qu'on puisse amener des matériaux de l'extérieur de n'importe où, et donc avec des constructions qui sont souvent totalement aberrantes dans des pays qui n'ont pas du tout, qui ne doivent pas être construits avec ce type de matériaux. Et le paroxysme a été donné, mais je dirais, presque dans le Moyen-Orient, où tout arrivé par container de A à Z. Et que, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que s'il y a ce mouvement que vous développez tous aujourd'hui, et qui est quelque chose auquel j'adhère énormément depuis assez longtemps, c'est qu'en fait, il faut éviter cette espèce de gabegie d'énergie en truquant les moyens de construction par justement des choses artificielles. Et donc revenir à la construction traditionnelle est quelque chose à la limite de très logique, surtout dans l'environnement dans lequel on parle aujourd'hui. Mais et surtout, c'est la seule chose que je peux dire, c'est quand je voyais toutes ces photos de séisme et qu'on voit, parce que moi j'en ai vu pas mal aussi dans ma vie de ce genre de destruction, c'est qu'en fait tout ce qui est détruit est mal construit. Oui, tu as montré un peu tous les cas. Tu as montré des cas de maisons qui s'étaient écroulées parce qu'on voyait que les murs de maçonnerie étaient construits n'importe comment, que la terre était mélangée à des tas de choses, qu'il y avait des constructions hybrides au niveau matériaux, et que tout ça, ça ne marche pas. Donc, et par contre, tu as montré une maison qui était extrêmement bien construite et qui ne s'est pas écroulée. Donc, en fait, le b.a.-ba des choses à faire, c'est de dire, voilà, on a des matériaux, soyons logiques, construisons avec ce qu'on a pas loin, et surtout que le fassions de façon professionnelle, technologique, et que justement que ce soit très bien construit pour éviter ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois, comme vous le savez, j'ai travaillé beaucoup au Pakistan et qu'il y a une séismicité 2 fois plus importante que celle de l'Atlas, puisqu'on va jusqu'à des séismes de niveau 7 et 8, et qu'il y a énormément de bâtiments qui tiennent debout avec des séismes qui sont très fréquents. C'est tous les 6 mois, il y a un séisme là-bas. Donc voilà, donc pour dire que aujourd'hui, c'est très bien cette énergie qui est développée. Oui, je pense que c'est révélateur d'une nouvelle tendance. Merci Didier pour ton intervention, qui est vraiment très justement posée. On va continuer à parler, mais autour d'un petit pot. Donc merci pour votre patience, merci de nous avoir écoutés. Et vous êtes invités au pot amical que nous offre Torat. Merci l'association.